il n'y a que moi pour tourner cette vidéo alors qu'on est en 2022, donc je suis en retard, mais ça étonne qui ici? Personne! Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour The End of the Year Writing Tag, un tag qui a été créé par Alice Pozière, ma copine. Je vous mets son pseudo quelque part par là. Et vu que ça fait un petit moment, je crois que j'ai pas fait de tag sur cette chaîne, on va dire que ce tag il tombait à pic, surtout que les questions sont hyper intéressantes et que je pense que j'aurai pas mal de choses à dire, donc voilà. Alors, dans ma saga Recovery, la scène que j'ai préféré écrire et sans conteste, l'indétrônable body painting entre Cordelia et Daphnis, voilà. Non mais les gars, Cordelia elle est peintre, Daphnis c'est Daphnis. Il n'y avait pas moyen que je ne fasse pas une scène de body painting entre les deux. Au bout d'un moment, c'est la première scène un peu pour les prémices de la romance auquel j'ai pensé. C'est ça, je me suis dit, ça, je dois le faire, je l'ai fait, j'étais on fire, j'ai écrit ça, j'avais chaud, c'était l'hiver, mais j'avais chaud, c'était incroyable, j'ai trop aimé écrire cette scène, genre vraiment je me suis éclatée à l'écrire. Et je vous avoue que c'était un petit peu un fantasme personnel que j'écrivais à ce moment-là, parce que voilà, body painting avec son amoureux ou son crush, je trouve que c'est une idée à exploiter. Je vous recommande chaudement. Du moins Cordelia et Daphnis, vous le recommande chaudement, hein, parce que voilà. Et le personnage que j'ai préféré écrire, c'est Ignis Mussard, le boute-en-train, le farceur, le séducteur, le dieu de la débauche surtout en fait, hein. Son titre c'est le dieu de la débauche, voilà. Ce mec il parle d'alcool H24, il dit des conneries H24, il a toujours un humour décalé, il sort des trucs hors de son contexte, voilà, c'est un cas désespéré, on va pas se mentir, c'est la partie sombre de mon être, ce mec, mais je l'adore, je l'aime au plus profond de mon âme, parce qu'à chaque fois que j'écris une réplique d'Ignis, à chaque fois que je suis dans sa tête et que j'écris un de ses chapitres, je m'éclate, je fais que rire, je ne fais que rire avec ce gosse, en fait il me désespère tellement qu'il me fait rire, et puis il est con aussi parfois, mais c'est des conneries qu'on aime, c'est ça qu'on aime dans la vie, voilà. Donc lui il me fait du bien, il me fait rire, et concrètement c'est ma petite lumière, ma petite boule de joie dans cette saga qui est de plus en plus sombre et de plus en plus triste. Donc s'il n'y avait pas Ignis, je pense que j'aurais fait une dépression, parce que cette saga, je pense que je suis pas douée pour écrire des choses joyeuses, parce qu'à chaque fois je dérive sur des choses profondément tragiques. Donc ouais, c'est pas très rassurant pour la suite de la saga, ne vous inquiétez pas, le tome 2 ça va, tome 3 on verra, mais bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que Ignis, c'est la lumière de ma vie, il m'apporte trop de bonheur et de bonne humeur, et clairement écrire dans sa tête c'est un pur kiff, je l'aime trop. Et vive la bière blonde. Alors, mon plus grand accomplissement en cette année 2021, on est en 2022 encore une fois, mais faites pas gaffe, faites comme si, hein, faites genre, que c'est sorti en décembre 2021. Et du coup, mon plus grand accomplissement, c'est clairement le fait que Recovery, le tome 1, a été étudié par une prof de français avec ses élèves de 4e. Voilà, ça c'était l'un de mes goals, que j'osais même pas toucher du doigt, que j'osais même pas espérer que ça m'arrive vraiment un jour, mais c'est arrivé. Je suis pas forcément une auteure connue, je suis pas forcément quelqu'un qui fait des best-sellers, genre je suis encore un bébé auteur moi, ça fait que 1 an que je suis dedans, j'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore du chemin à faire avant de pouvoir en vivre, mais je vais pouvoir dire maintenant que mon livre a été étudié en cours par une prof de français, qu'elle a aimé mon travail, qu'elle m'a félicité pour mon travail, qu'elle a étudié mon travail avec respect. Genre vraiment, elle a tous les axes qu'elle a mis en avant, les activités qu'elle a créées sont dans le respect de mon œuvre, dans la compréhension de mon œuvre, parce que ces analyses sont très justes, sont très accurate. Donc franchement, c'est juste incroyable. J'en reviens toujours pas que ça m'est arrivé, que ça me soit arrivé à moi en fait. Donc mille merci à cette professeure, et c'est trop cool.
Alors, le plus gros défi que j'ai relevé cette année, en 2021 encore une fois, clairement c'est dans mon tome 2 de Recovery, où j'ai quand même dû écrire sous 6 points de vue différents. 6. C'est beaucoup, 6. Je n'avais jamais écrit 6 points de vue différents dans une de mes histoires. C'est clairement une première pour moi. Surtout que là, je voulais faire les choses correctement. Je voulais que chaque point de vue apporte quelque chose de spécial, de différent, d'unique, on va dire, et que vraiment on ressente la personnalité du personnage, les manies du personnage à travers ses pensées et ses dialogues et ses chapitres tout court. Donc pour moi, c'était vraiment important que chaque point de vue soit très marqué, très distinct. Et je pense que je l'ai réussi avec brio dans ce tome 2. Je ne saurais pas vous dire comment. Je pense que je suis tellement proche de mes personnages, tellement en phase avec eux, je les ai tellement bien cernés, vu que c'est une saga, en plus j'ai l'occasion d'encore plus entrer en profondeur avec eux et de mieux les connaître, ce qui fait que je pense que ça m'a aidé quand même dans l'écriture de leur point de vue. Et puis il faut dire que mes personnages sont quand même tous assez atypiques, ils sont vraiment... j'ai un peu que des opposés dans mes personnages principaux, du coup ça tombe bien, c'est encore d'autant plus facile entre guillemets pour... distinguer leur point de vue, mais je pense que je l'ai réussi. Dans tous les cas, mes bêta lecteurs me diront si c'est réussi ou non. Si ce n'est pas le cas, j'ai encore le temps de retravailler tout ça à la réécriture. Pour l'instant, je n'en suis qu'au premier jet, hein, donc voilà. Mais ça, je trouve que c'est un défi que je m'étais lancé un peu de manière spontanée. C'était pas forcément prévu de base, et au final, je regrette pas du tout parce que ça apporte un réel plus à l'histoire, et je pense même que c'était nécessaire de faire ces différents points de vue parce que sinon on n'aurait pas pu avoir tout le contexte dans sa globalité, tous ces petits détails, toutes ces petites choses qui font que Recovery est Recovery. Donc voilà, je regrette pas du tout cette décision et je suis fière de moi. I hear the voices say I'm not worthy, nowhere to run but dig deep. Where is my home? I don't recognize the faces anymore. No, where is my friend? The one I've known since I was only just a kid. I think it's time to say goodbye. Alors, le personnage qui m'a le plus étonnée à l'écriture de cette saga Recovery, c'est Ignis, les gars. Ignis, quand il a débarqué dans mon histoire, quand j'ai commencé à créer son personnage et à l'insérer dans Recovery, il n'était pas comme ça de base. Je savais pas qu'il était si léger, si ancré dans la débauche. Franchement, ça, c'était pas prévu du tout qu'il soit un peu alcoolique sur les bords, qu'il aime autant dire de la merde, dire plein de conneries, qu'il soit très axé aussi sur le sexe. Enfin vraiment, tout ça, ce n'était pas du tout prévu. Pour moi, ça devait juste être un personnage un peu détestable, on va dire, au premier abord vis-à-vis de Daphnis et de Cordelia. Ça, c'était la seule chose que je savais sur lui. C'était qu'il y allait avoir un peu des tensions au départ, lors de la première rencontre. Le reste, je ne savais rien de lui. Et c'est ensuite, en fait, au fur et à mesure que j'écrivais des dialogues avec lui, et que j'ai avancé dans l'écriture du tome 1, que je me suis rendu compte que mais ce mec, il est pas comme ça. C'est pas un mec chiant, c'est pas un mec détestable, c'est pas un mec exécrable ou... Non, c'est vraiment juste un mec drôle, sans prise de tête, qui est vraiment là pour détendre l'atmosphère et pour nous faire du bien. Un personnage qui est là pour nous faire du bien, en fait. Voilà ce qu'est Ignis. Et ça, je l'ai pas su dès le départ. Donc c'est dans ce sens-là qui m'a étonnée. Mais c'était une agréable surprise parce que maintenant, c'est clairement l'un de mes personnages préférés ever, de toute saga, de tout livre confondu. Enfin vraiment, ce mec, je suis fière de l'avoir créé et je suis fière aussi de dire qu'il y a des parts de moi dans cette personne. Ignis, c'est incroyable. Vive Ignis, tout ce que j'ai à dire.
Je dirais qu'en 2021, j'ai eu 3 grosses inspirations. Tout d'abord, Queen About Estelle. Voilà, c'est la Queen de Bookstagram, la Queen de Booktube. Je ne sais pas ce que je ferais sans ces posts qui sont magnifiques, qui sont beaux, qui sont esthétiques, et ces chroniques qui sont toujours on point, ces vidéos YouTube qui sont hyper drôles, hyper intéressantes, hyper motivantes et hyper inspirantes. Enfin vraiment, cette meuf, elle est inspirante de fou. Franchement, c'est ma petite boule de lumière, ma petite boule de joie, mon rayon de soleil dans mon quotidien d'auteur. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Vraiment, elle est toujours là pour me motiver. C'est incroyable. Et en plus, j'ai l'impression qu'on est connectés un peu, elle et moi. À chaque fois, on traverse un peu les mêmes phases dans l'écriture, les phases de doute, les phases de remise en question, les phases de j'aime pas mes livres. Du coup, on se comprend beaucoup et on est d'autant plus à même après à traverser ça, parce que je me dis, je suis pas la seule à ressentir ça. Elle en parle, elle le ressent, elle le vit. Donc bref, Queen Estelle dans mon cœur. Ensuite, il y a Margot qui est également une queen, on va pas se mentir, cette meuf, elle sait tout faire. Qu'est-ce que Margot ne sait pas faire? Bah rien, voilà, elle sait tout faire. Vraiment, je l'admire cette fille. Elle fait des réels incroyables. Ses vidéos YouTube, à l'époque où elle était sur YouTube, étaient incroyables, trop bien construites, hyper intéressantes, hyper enrichissantes. Elle a un podcast. Elle a un compte Instagram qui est trop bien géré. Elle est en train de développer une plateforme qui s'appelle Wicker et qui sera pour les auteurs et qui sera trop bien. Elle a un site internet qui est trop bien. Elle a fait un book trailer, les gars, digne de Netflix. Au bout d'un moment, comment ne pas être inspiré par cette madame? Elle est juste incroyable. Je vous recommande chaudement de la suivre si ce n'est pas déjà le cas. Mais honnêtement, qui connaît pas Margot de nos jours? Franchement, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Et ensuite, ma dernière inspiration, du coup, c'est Laura Schiffer, ma pote auteure auto-éditée, avec qui on a développé une relation amicale très forte. Voilà, cette fille, je l'admire énormément parce que déjà, elle écrit trop bien. Je suis fan de cette saga d'Arcaria, vraiment, mais lisez-la en fait. Et en plus, elle dessine. Elle peut dessiner ses personnages et des scènes de sa saga. Et elle le fait trop bien. Donc vraiment, mais genre cette meuf, elle sait écrire, elle sait dessiner. Elle a une stratégie marketing incroyable. Je m'inspire beaucoup d'elle à ce niveau-là. J'apprends beaucoup de choses à ce niveau-là grâce à elle. Parce que clairement, je trouve que je me suis grave améliorée en communication grâce à Laura. Franchement, mais merci Laura quoi. Sans toi, je serais pas aussi... je dirais pas que je serais pas aussi investie, mais disons que ça m'a permis de savoir vraiment ce qu'il fallait faire en communication, parce qu'avant je pataugeais un peu, je savais pas forcément comment mettre en avant mes bouquins, comment faire des ventes ou quoi, mais elle m'a appris énormément de choses, cette femme. Donc voilà, elle est géniale, elle est incroyable, elle est trop forte, et moi je vous dis, bientôt là elle va faire un best-seller, ça va finir en best-seller tout ça. Alors, il y a deux choses, deux périodes qui me reviennent en tête et qui du coup sont liées à l'écriture. C'est les semaines qui ont précédé la sortie du premier tome de Recovery. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup d'imprévus, beaucoup de problèmes à la dernière minute qui m'ont mis une pression monstre. Ce qui fait que j'ai fait des petites crises d'angoisse, ça n'allait pas fort. Il y a même eu des moments, carrément la veille de la sortie ou les 3 jours avant, j'arrêtais pas de remettre en question tout mon livre. Je me disais ouais non mais il n'y a rien qui va, les gens vont détester, les gens ne vont pas comprendre le personnage. Voilà, genre c'était vraiment une petite sphère négative dans laquelle j'étais ancrée et piégée. Mais après j'en suis sortie, quand une fois que mon livre était sorti en fait, qu'il était publié et que voilà, il ne pouvait plus rien changer, c'était fait quoi. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir les premières ventes, les premiers retours, les premières chroniques. Et là, ça m'a rassurée de fou, Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai bien fait mon taf, les gens ont compris mon livre, les gens aiment mon livre. Et du coup, ça allait beaucoup mieux ensuite. Mais ça, cette période-là de breakdown pré-sortie, ça m'arrive à chaque fois que je sors un livre. Voilà, donc c'est pas nouveau. À chaque fois, ça me le fait. Je dirais que c'est un peu une étape incontournable en tant qu'auteur. Peut-être pas pour tous les auteurs, peut-être que d'autres auteurs qui regarderont cette vidéo ne seront pas d'accord ou juste ne le vivent pas comme ça. Mais moi, en tout cas, je le vis à chaque fois. Donc c'est un peu ma routine.
Mais voilà, c'est normal, on va dire que c'est toujours stressant de partager une nouvelle œuvre au monde entier. On a toujours peur que ça plaise pas, on a toujours peur que les gens ne comprennent pas. Et voilà, c'est stressant d'être auteur, on va pas se mentir, c'est très stressant. On est très vulnérable et exposé, mais j'ai envie de vous dire, c'est le jeu, c'est le game, je me suis lancée là-dedans, donc au bout d'un moment, il faut assumer. Mais voilà, donc ça c'est la première période difficile liée à l'écriture que j'ai vécue cette année. Et du coup, pendant cette période, pendant le rush de l'édition, évidemment, je n'écris pas beaucoup, très peu, voire pas du tout. Je me souviens que le tome 2, j'ai pratiquement pas avancé du tout pendant ces 2-3 mois d'édition. Franchement, j'ai presque pas écrit le tome 2. J'ai vraiment laissé de côté parce que j'avais pas le temps, d'une part. Et puis la pression mentale que j'avais faisait que dans tous les cas, même si j'avais un peu de temps pour écrire le tome 2, j'aurais pas réussi parce que j'ai trop de pression, trop de choses à faire, trop d'angoisse, trop de doutes, trop de tout. Donc voilà, ça c'était la première période que je voulais aborder. Mais ensuite, il y a aussi eu, on va dire, le fait qu'il y ait des gens qui continuent de découvrir mon premier livre, qui continuent de lire mon premier livre, de l'acheter mon premier livre. Ça, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis absolument pas fière de mon premier livre. Pire, je le hais. Et pire, je ne veux pas être associée à ce livre. Vous voyez? Donc quand des gens lisent ce livre et se disent que c'est moi qui l'ai écrit, ça me fait beaucoup de mal. Ça me fait beaucoup de mal parce que je pense qu'en tant qu'auteur, je vaux mieux que ça. Mieux que ce truc dont l'intrigue est bancale, dont les personnages n'étaient pas approfondis, dont la plume n'était même pas encore construite, dont la mise en page n'allait pas, la couverture n'allait pas, parce que je bossais pas encore à l'époque avec un illustrateur. Donc en fait, il n'y a rien que j'aime sur ce livre. Genre, ça a été un peu mon crash test, ce qui m'a permis de me lancer dans l'auto-édition en fait, et d'apprendre le métier, de savoir être polyvalente dans plein de domaines différents. Vraiment, sans ça, j'aurais pas pu me lancer et avoir l'expérience et l'expertise que j'ai aujourd'hui. Mais malgré ça, je ne veux plus être associée à ce livre parce que ce livre, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, il ne reflète pas mon potentiel, il ne reflète pas ce que j'aime écrire, il ne reflète rien de ce que je suis en tant qu'auteur. C'est pour ça que j'ai décidé de manière très spontanée de dépublier ce roman sur Amazon. Il n'est plus disponible à la vente, ni en e-book, ni en brochet, ni en quoi que ce soit. Je l'ai fait littéralement ce matin, pour vous dire, parce que je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter de savoir que ce livre pouvait être lu par des gens et que les gens allaient se dire que c'est moi qui l'avais écrit. Ça, c'était une pensée qui m'était devenue insupportable. Donc, depuis que j'ai dépublié, donc depuis ce matin, je me sens plus légère. Je me sens tellement plus légère et je pense que ça va m'aider aussi dans ma carrière d'auteur à être plus fière aussi parce que j'ai récemment vécu un bad mood créatif où je n'étais plus fière de rien, mais justement le fait d'avoir dépublié cette œuvre qui ne me représente pas en fait, en fin de compte, je me sens mieux. Et là, je sais que les 2 livres qui sont disponibles à la vente, c'est 2 livres pour lesquels j'ai bossé de malade, 2 livres dont je suis extrêmement fière et que ça représente vraiment moi, ma capacité à écrire, ma plume, mon univers et ce que j'aime faire, quoi. Donc, voilà. Ce développement de questions est beaucoup trop long, j'ai trop dérivé, j'ai trop digressé, on parle même, je sais même plus c'était quoi la question de base, mais bon, voilà, donc c'était pour vous prévenir, j'espère que vous me comprendrez, mais pour moi c'était nécessaire de le faire et je me sens tellement mieux maintenant, donc voilà, tout ça pour dire que être auteur c'est pas facile, hein. Je vais le répéter tout le temps, mais c'est vrai, de plus en plus je m'en rends compte. De plus en plus, je me dis et il faut avoir les épaules solides quand même pour être auteur, hein. Surtout être auteur auto-édité, parce qu'on s'occupe de tout, on se prend tout dans la gueule. Donc voilà, bref, on ferme la parenthèse. À l'heure actuelle, je suis fière de ce que je fais, j'arrive à écrire, et c'est le principal. Clairement, j'ai reçu de très très belles critiques sur Recovery, genre toutes les chroniques qu'on m'a faites ont été incroyables, genre
j'étais tellement émue à chaque fois de lire vos mots, de voir que vous arriviez à cerner mes personnages, à les comprendre, à les aimer, à être attaché à eux, à aimer mon intrigue, le développement de l'histoire, l'univers, les descriptions. Enfin vraiment, vous avez mis en avant toutes les choses pour lesquelles j'ai travaillé de malade, et savoir que j'ai réussi à transmettre tout ce que je voulais transmettre, réussir à faire tout ce que je voulais faire avec ce livre, c'est juste incroyable. Je suis trop contente, trop contente. Vous imaginez pas à quel point, parce que ce livre c'est un peu l'œuvre de ma vie. Voilà, c'est mon gros bébé, c'est l'œuvre avec laquelle je veux tout faire, avec laquelle je veux aller le plus loin possible. Donc tous ces retours m'ont énormément rassurée et m'ont énormément fait plaisir, parce que ce roman, cette saga me tient énormément à cœur. Voilà. Mais si je devais quand même citer quelqu'un dont la critique a été juste incroyable, c'est Alicia. Alicia, en fait, elle, quand elle lit un roman et qu'elle te fait un retour, elle te fait un roman en retour de ton roman. Voilà, elle te fait des pavés de l'espace, elle te fait des analyses incroyables, elle te fait des théories parfois loufoques, mais souvent très justes. Et vraiment, mais juste lire les retours de Alicia, c'est le paradis. C'est le paradis sur terre, clairement. Mais ayez une lectrice comme Alicia, en fait. Ayez une lectrice comme Alicia. Elle est juste incroyable, formidable. Gros cœur sur toi si tu passes par là. Je sais que tu passes par là. Donc, gros cœur sur toi. Merci d'être ce que tu es, d'être une lectrice en diamant. Voilà, merci. Juste, merci. Je pense que la réponse à cette question ne va surprendre personne, mais c'est bien évidemment Daphnis, mon nouveau personnage préféré ever. En fait, mon but en me lançant dans l'écriture, c'était de créer un personnage masculin qui me touche autant, qui me marque autant que Aaron Warner dans Insaisissable, aka la saga de ma vie, la saga qui m'a donné envie d'écrire et la saga qui restera à jamais gravée dans mon cœur. Donc voilà, ce personnage masculin là, Aaron Warner, qui est clairement le meilleur au monde, genre je voulais créer un personnage qui dans mon cœur le détrônerait. Et c'est aujourd'hui chose faite, parce que Daphnis Roldshausen a détrôné Warner, les gars. Oui, je n'en reviens pas moi-même de dire ça, mais Daphnis, c'est ma plus grande fierté en écriture. J'ai réussi à créer un personnage avec des millions de nuances, qui est terriblement humain, mais terriblement attachant, qui a un passé, une réflexion, une psychologie, mais tellement complexe et profonde. Genre vraiment, je suis très fière de ce que j'ai fait avec ce personnage. Extrêmement fière. Donc voilà, ce gosse, il a détrôné tout le monde dans mon cœur. Et ça restera, je pense, à jamais ma plus grande réussite, le meilleur personnage que j'ai créé à tous les niveaux. Il est incroyable et j'en suis très fière encore une fois. Bon, évidemment, Aaron Warner reste quand même juste en dessous, juste à côté de Daphnis quand même. Voilà, il est pas loin, parce que voilà, Aaron Warner quoi, il est incroyable et gros, mais bravo à Taïri ma fille d'avoir créé ce personnage quoi, vraiment, je ne cesserai jamais de le dire, mais aujourd'hui j'ai Daphnis. Aujourd'hui j'ai Daphnis et c'est fou de se dire que j'ai réussi à créer THE personnage masculin à mes yeux en tout cas. Donc voilà, vive Daphnis. Et j'ai hâte que vous découvriez ses points de vue, ses chapitres dans le tome 2, parce que vous allez apprendre énormément de choses sur lui. Et vous allez sûrement mieux comprendre ses réactions, sa façon d'appréhender les choses, d'être avec les gens, enfin bref. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur Daphnis. Et ça m'avait touché, ça m'avait trop touché. Bref, je n'en dis pas plus parce que j'arrive pas à teaser, mais j'ai trop hâte que vous soyez dans la tête de Daphnis et de mes autres personnages principaux. De toute façon, vous verrez bien, mais ce tome 2 est très complet, on va dire. Alors, je vais encore parler de Recovery, mais en même temps, toute l'année 2021 a été focus sur une seule saga, c'est Recovery. Donc forcément, je ne parlais que de ça. Mais du coup, pour en revenir au fait que c'est une saga, j'ai appris que je pouvais écrire une saga, que j'en étais capable, parce que je doutais de ma capacité à pouvoir écrire
une trilogie, à pouvoir écrire une œuvre qui se fait en plusieurs tomes. Je ne m'en pensais pas du tout capable. Et au final, aujourd'hui, je suis en train d'écrire le premier jet du tome 3, donc... est-ce que c'est pas une réussite ça? Totalement, c'est totalement une réussite. Genre oui, you can do it meuf, you can do it. Donc je suis trop contente de moi, je suis trop fière de pouvoir dire que je suis en train d'écrire une saga les gars et j'y arrive et je sais que je vais aller jusqu'au bout, que je vais vraiment écrire le point final, mettre le point final à cette saga. Je sais que je vais y arriver, déjà je suis au tome 3 donc on va dire que j'ai quand même fait 2/3 du truc. Mais je sais que voilà, cette œuvre là, je suis capable d'aller jusqu'au bout. Et je suis trop contente de moi. Parce que c'est trop bien d'écrire une saga. Genre vraiment, je pensais pas un jour pouvoir me lier autant à une œuvre, à pouvoir être autant fusionnelle avec une œuvre. Genre vraiment, j'ai pas envie de quitter cette saga. J'ai pas envie de la terminer. Genre ça fait déjà 1 an et demi que je suis dessus. Et j'ai pas envie de la quitter, genre même si je suis encore dessus pendant 3 ans, je m'en fous, je veux rester dessus, j'ai pas envie d'écrire autre chose. Donc j'aime trop cette saga. Et je suis trop contente de m'être lancée, de pas avoir écouté mes doutes et la petite voix dans ma tête qui me disait tu peux pas écrire de saga toi, t'es pas faite pour ça, t'arriveras pas. Bah si, je peux le faire et je l'ai fait. Voilà. Alors du coup, mes objectifs pour 2022, bien évidemment publier le tome 2. Voilà, publier le tome 2, ça c'est un incontournable, il n'y a pas moyen que je le fasse pas. Je veux dire, au bout d'un moment, le premier jet, il est fini. J'ai même fait une esquisse de réécriture parce que j'ai réécrit quand même toute la partie 1. Donc là, ça va partir en bêta lecture, puis je vais faire la réécriture et puis l'édition. Mais tout ça, je le ferai en 2022. Ça, il n'y a pas débat. 2022, vous aurez le tome 2 de Wickerbury. Voilà, c'est une promesse. C'est une affirmation. Ensuite, j'aimerais terminer le premier jet du tome 3. Je pense que je vais prendre beaucoup de temps à écrire ce tome 3. Ça va peut-être, même sûrement, me prendre toute l'année 2022 pour enfin mettre un point final à ce tome 3. Mais c'est pas grave parce que je sais que j'ai besoin de prendre mon temps avec ce dernier tome. Il est très dur à écrire. Émotionnellement parlant. Il est très dur à écrire. C'est un tome triste. Je l'ai dit dans mes stories Instagram, mais c'est un tome triste, sombre. Je sais même pas s'il y aura une scène joyeuse. Il doit y avoir une scène joyeuse. Faut pas que j'oublie que c'est une romance fantasy de base. Là, je suis très ancrée sur la fantasy, mais il faut que je revienne sur la romance parce que dans le tome 3, s'il n'y a pas d'aspect romance, joyeux, détente et tout, je vais me tirer une balle et vous allez vous tirer une balle aussi. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas le but non plus. Donc, je vais me démerder pour faire quand même quelques chapitres légers dans ce tome 3. Je sais pas encore comment je vais faire, mais on va essayer, ok. Mais en tout cas, ça c'est mes 2 objectifs de l'année, c'est vraiment ça en fait. C'est du coup centré bien évidemment sur ma saga et puis éventuellement agrandir ma communauté de lecteurs, toucher de plus en plus de lecteurs, faire de plus en plus de ventes et puis voilà quoi, commencer à vraiment en vivre, ce serait vraiment cool. Pour 2022, on se dit ça, on tente, on essaie hein, on verra bien. De toute façon, on se retrouve en 2023 et on verra bien si d'ici là j'ai step up ou pas. Même si je pense que j'aurai dans tous les cas un petit peu step up parce que je ne cesse de m'améliorer, de toucher de nouvelles personnes et de rencontrer de nouveaux lecteurs. Donc on va dire que je suis quand même sur une pente ascendante. Ça prend son temps, mais c'est une pente quand même ascendante. Donc c'est le principal. Bref, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue ou peut-être qu'elle est courte, j'en ai aucune idée parce que je sais juste que j'ai parlé beaucoup. Bref, j'espère que... faut que j'arrête de parler dans le vide. J'espère que ce tag vous aura plu. Encore merci beaucoup à Alice de l'avoir créé parce que c'est un tag super intéressant et trop cool. Et j'espère que mes réponses étaient suffisamment claires, développées, j'en ai aucune idée. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé comme ça en facecam avec vous pour répondre à des questions. Donc il y a moyen que j'ai dit un peu n'importe quoi, que mes réponses n'étaient pas forcément intéressantes. Je n'en sais rien. Bref, en tout cas, cette vidéo, elle est là, elle est posée. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine parce que cette vidéo sera postée un dimanche. Quel dimanche? Je ne sais pas, mais ce sera un dimanche.
Et puis ben bonne année. Bonne année les gars. Bonne année.